Pour ce qui est de l'instruction publique, la Révolution avait hérité de l'Ancien Régime une situation plutôt catastrophique. Cela remontait à l'expulsion des Jésuites qui s'est étalée sur plusieurs années de 1761 à 63. Cette gravure commémore un arrêt du Parlement du 6 août 1761. Vous voyez deux médaillons ronds. Dans celui de gauche, on brûle des livres, dans celui de droite, on ferme enfin des écoles perverses, est-il écrit. En bas de la gravure, le texte de l'arrêt est recopié. Par arrêt du 6 août 1761, la Cour, toutes les chambres assemblées, a ordonné que tous les ouvrages de Buzenbaum, Escobar, Suarez, Mariana et autres seront lacérés et brûlés comme séditieux, destructifs de tout principe de la morale chrétienne, enseignant une doctrine meurtrière et abominable, non seulement contre la sûreté de la vie des citoyens, mais même contre celle des personnes sacrées des souverains. Par le même, il est aussi défendu aux soi-disant jésuites de recevoir aucun novice ni prophète, à tout sujet du roi de s'agréger avec la dite société soi-disant de Jésus, sous quelque prétexte que ce soit, et est enjoint à tous pères et mères de retirer leurs enfants des collèges de la société et de concourir à l'exécution du présent arrêt comme de bons et fidèles sujets du roi, zélés pour sa conservation. Cet arrêt était le résultat de luttes d'influence qui duraient depuis longtemps, d'une part sur le plan religieux entre les jésuites et les jansénistes, d'autre part sur le plan politique entre les parlements et le pouvoir royal. Et les philosophes des Lumières, bien sûr, avaient fait tout ce qu'ils pouvaient pour jeter de l'huile sur le feu, et ils se frottaient les mains. Voici ce que d'Alembert écrit à Voltaire un mois après l'arrêt. La philosophie touche peut-être au moment où elle va être vengée des jésuites. Pouvons-nous nous flatter que la destruction de la canaille jésuitique entraînera après elle l'abolition de la canaille jansénienne et de la canaille intolérante? Prions Dieu, mon cher confrère, que la raison obtienne de nos jours ce triomphe sur l'imbécilité. En attendant, portez-vous bien, commentez Corneille et aimez-moi. Pour la philosophie des Lumières, c'est une victoire éclatante. Au-delà des idéologies, on comprend très bien qu'un pouvoir politique ne veuille pas laisser l'instruction populaire à une entité qu'il ne maîtrise pas. Mais par quoi allait-on remplacer l'enseignement religieux? Ce système était rodé depuis plusieurs siècles. Il formait des enseignants et gérait les écoles. Qu'est-ce que la Révolution allait faire? Reconnaissons-le, au début, la Révolution a un petit peu autre chose à penser. L'organisation politique, l'économie, la guerre, l'instruction publique n'est pas la priorité. Des rapports sont commandés par l'Assemblée constituante, puis législative, puis par la Convention nationale. Talleyrand, Condorcet, Lavoisier proposent des projets, mais pas grand-chose ne bouge. Voici le rapport de Barère du 27 mai 1793. L'éducation publique, les écoles primaires surtout, sont une dette sociale qui est à échéance depuis que vous avez renversé le despotisme et le règne des prêtres. C'est une dette sacrée qui est réclamée par tous les départements et dont l'acquittement seul peut consoler des maux que l'anarchie vous a fait et vous fait encore. Les enfants dont les pères ont volé à la défense des frontières ont le droit d'obtenir de la nation une instruction qui les dédommage de l'absence de leurs instituteurs naturels. Les enfants des agriculteurs, transformés par le patriotisme, sont devenus les enfants de la patrie. Ouvrez donc, ouvrez dès demain, s'il est possible, les écoles publiques, les écoles de la République. Il ne manque aux campagnes que des lumières et aux villes un patriotisme plus assuré. Construire des bâtiments, ouvrir des écoles de la République,
C'est possible, mais qui va-t-on mettre comme enseignant devant ces enfants? La Convention nationale, voulant accélérer l'époque où elle pourra faire répandre dans toute la République l'instruction d'une manière uniforme, charge son comité d'instruction publique de lui présenter dans les 2 décades un projet d'école normale où seront appelés de tous les districts des citoyens déjà instruits pour leur faire apprendre, sous les professeurs les plus habiles dans tous les genres de connaissances humaines, l'art d'enseigner les sciences utiles. Le principe des écoles normales fonctionnait déjà en Allemagne depuis longtemps. Sous le règne de Frédéric II, on avait ouvert des écoles qui formaient des enseignants, enseignants qui, à leur tour, ouvraient des écoles pour les enfants. Ce même principe d'enseignement en cascade avait déjà été utilisé en France en 1792, quand la patrie était en danger. On avait voulu former la population à la manipulation des poudres et des salpêtres. On avait fait venir à Paris pour quelques mois des hommes de toutes les provinces de France. On leur avait enseigné comment manipuler la poudre et extraire le salpêtre, puis ils étaient retournés dans leur département, avaient répandu le même enseignement autour d'eux, et ça avait fonctionné. Tout le pays s'était mis à fabriquer de la poudre. Alors ce même principe, on voulait l'appliquer à l'art d'enseigner les sciences utiles. Et ça débouche sur un décret du 30 octobre 1794 par lequel la Convention nationale, voulant accélérer l'époque où elle pourra faire répandre d'une manière uniforme dans toute la République l'instruction nécessaire aux citoyens français, décrète. Article 1. Il sera établi à Paris une école normale, où seront appelés de toutes les parties de la République des citoyens déjà instruits dans les sciences utiles, pour apprendre sous les professeurs les plus habiles dans tous les genres l'art d'enseigner. Article 2. Les administrations de district enverront à l'école normale un nombre d'élèves proportionné à la population. La base proportionnelle sera d'un pour 20 000 habitants à Paris. Les élèves seront désignés par l'administration du département. Article 3. Les administrateurs ne pourront fixer leur choix que sur des citoyens qui unissent à des mœurs pures, un patriotisme éprouvé et les dispositions nécessaires pour recevoir et pour répandre l'instruction. Cette école normale devait être une opération limitée dans le temps, comme celle des poudres et salpêtres, et contrairement à l'école polytechnique. Et oui, mais même pour 4 mois, un pour 20 000 habitants, ça fait 1500 élèves. Où va-t-on les mettre? On lance la construction d'un édifice, mais la commission des finances refuse les fonds, et le chantier prend du retard. Alors, on se rabat sur cet amphithéâtre verniqué, l'amphithéâtre du Jardin des Plantes. Il n'a pas beaucoup changé depuis 1795, à l'époque de cette gravure. Il a peut-être un peu changé à l'intérieur, mais il est resté petit. Il ne contient que 6 à 700 places, c'est-à-dire moins de la moitié des auditeurs prévus. On tergiverse, mais pendant ce temps-là, les départements ont envoyé les élèves, qui attendent pour rien à Paris depuis un mois. Et certains qui ne sont pas riches commencent à se plaindre. Ils écrivent chez eux: qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rentre? Alors, on décide d'ouvrir quand même, dans l'amphithéâtre verniquet, même s'il est trop petit. L'école normale de l'an 3 fonctionnera du 20 janvier au 10 mai 1795. On lui fixe un cadre et des objectifs. On a voulu que dans les écoles normales, ce qui n'aurait pas été bien entendu ou bien retenu en écoutant les professeurs, pût l'être en les lisant.
On a voulu que l'initiative et la présidence de la parole appartinssent aux professeurs exclusivement, et que le droit de parler pour interroger les lumières des professeurs ou pour communiquer leur propre lumière appartint à tous les élèves. Des sténographes, c'est-à-dire des hommes qui écrivent aussi vite qu'on parle, seront placés dans l'enceinte des écoles normales et tout ce qui y sera dit sera écrit et recueilli pour être imprimé dans un journal. Il y aura des séances de cours magistraux où les professeurs parleront seuls et des séances de discussion avec les élèves en alternance. Tantôt ils interrogeront le professeur, tantôt le professeur les interrogera. Tantôt il s'établira des conférences entre les élèves et le professeur, entre les élèves et les élèves, entre les professeurs et les professeurs. Ouais, un peu théorique tout ça, vous ne trouvez pas? Au quotidien, qu'est-ce qui se passait? On en a un témoin. Ce témoin, c'est Joseph Fourier. Il a 27 ans, c'est-à-dire qu'il est plutôt parmi les plus jeunes, pour deux raisons. D'abord parce que le décret disait qu'on ne devait envoyer que des hommes de plus de 21 ans, ensuite parce que beaucoup d'hommes jeunes étaient partis à la guerre à cette période-là. Joseph Fourier n'est pas représentatif parce qu'il est plutôt plus expérimenté que les autres. Il a déjà une expérience comme professeur, il enseigne depuis plusieurs années. Il a aussi une expérience de chercheur, puisqu'il a déjà soumis un mémoire à l'Académie des sciences avant la Révolution. Il est probable que la plupart des autres élèves ne suivaient pas aussi facilement que lui. Son témoignage, qu'il envoie à son ancien prof de maths Bonnard, devenu son ami, est très vivant. L'école normale tient ses séances au Jardin des Plantes, dans un emplacement médiocre de forme circulaire. Le jour ne vient que du haut. Les élèves, qui sont très nombreux, y sont rangés sur les gradins d'un amphithéâtre fort élevé. Il ne peut y avoir de place pour tous, et tous les jours il y en a un bon nombre qui trouvent la porte fermée. Si l'on est dans le cas de sortir pendant la séance, on ne peut plus rentrer. La séance s'ouvre à 11 heures lorsqu'un des députés arrive. Des applaudissements nombreux se font entendre dans ce moment et lorsque le professeur prend sa place. Les leçons sont presque toujours interrompues et terminées par des applaudissements. Les élèves gardent leur chapeau. Le professeur qui parle est découvert. 3/4 d'heure ou 1 heure après, un second professeur lui succède, puis un troisième, et lui s'y annonce que la séance est levée. Quel professeur? On avait fait les choses bien. Les meilleurs spécialistes de chaque domaine avaient été convoqués, en particulier en mathématiques. Joseph-Louis Lagrange, il a presque 59 ans et un prestige inégalé. Il n'aimait pas enseigner et ne s'en cachait pas. Voici ce que Fourier en dit. Lagrange, le premier des savants d'Europe, paraît avoir de 50 à 60 ans. Il est cependant plus jeune, il a les traits de la dignité et de la finesse dans la physionomie. Il paraît un peu grêle et pâle. Sa voix est très faible, à moins qu'il ne s'échauffe. Il a l'accent italien très marqué et prononce les S comme des Z. Il est très modestement vêtu en noir ou en brun. Il parle très familièrement et avec quelque peine. Il a dans la parole l'embarras et la simplicité d'un enfant. Tout le monde voit bien que c'est un homme extraordinaire, mais il faut l'avoir vu pour y reconnaître un grand homme. Il ne parle que dans les conférences, et il y a telle de ces phrases qui exciteraient la risée. Il disait l'autre jour: il y a encore sur cette matière beaucoup de choses importantes à dire, mais je ne les dirai pas. Pour le même cours de mathématiques, on a aussi convoqué Laplace, qui est plus jeune que Lagrange et déjà presque aussi célèbre. Laplace est au premier rang parmi les savants.
Il est connu dans l'Europe pour excellent géomètre, physicien et chimiste. Et il paraît assez jeune, à la voix faible mais nette. Il parle avec précision, mais non pas sans quelques difficultés. Il est d'un extérieur assez agréable et vêtu fort simplement. Il est d'une taille moyenne. L'instruction mathématique qu'il donne n'a rien d'extraordinaire et fort rapide. Fourier le reconnaît implicitement, la pédagogie n'était pas la tasse de thé ni de Lagrange ni de Laplace, et il ne s'en cache pas. Voici les objectifs de leur cours de mathématiques, probablement rédigés par Laplace. Présenter les plus importantes découvertes que l'on ait faites dans les sciences, en développer les principes, faire remarquer les idées fines et heureuses qui leur ont donné naissance, indiquer la voie la plus directe qui peut y conduire, les meilleures sources où l'on peut en puiser les détails. Ce qui reste encore à faire, la marche qu'il faut suivre pour s'élever à de nouvelles découvertes. Tel est l'objet de l'école normale, et c'est sous ce point de vue que les mathématiques y seront envisagées. Il n'est pas question d'apprendre l'art d'enseigner, seulement les mathématiques dans le but de les développer. Et ce n'est pas tout à fait le point de vue de Gaspard Monge. Monge est un cas un peu particulier parce qu'il va enseigner à l'école normale une discipline nouvelle qu'il a créée lui-même. Il l'appelle la géométrie descriptive. Ce n'est pas du tout la géométrie d'Euclide, c'est une géométrie appliquée pour développer les arts, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire l'industrie. Une sorte de dessin industriel avant la lettre. Monge a la voix forte, il est actif, ingénieux et très savant. Comme on le sait, il excelle dans la géométrie, la physique et la chimie. La science dont il donne des leçons est infiniment curieuse, et il l'expose avec toute la clarté possible. On trouve même qu'il est trop clair, ou plutôt que sa méthode n'est point assez rapide. Il donnera des leçons particulières de pratique. Il parle très familièrement, avec précision le plus souvent. Il n'est pas seulement recommandable pour ses hautes connaissances, on le dit très estimable sous tous les rapports publics et privés. Son extérieur est fort ordinaire. L'opinion de Fourier sur Monge est très flatteuse, mais en 1795, elle n'était sûrement pas partagée par tous. Monge avait été pendant 9 mois ministre de la Marine, en 1792, dans des gouvernements assez marqués du côté des montagnards. Dans la réaction thermidorienne qui avait suivi la chute de Robespierre, Monge était de ceux qui avaient un peu intérêt à se faire oublier. On a un témoignage de la période politique de Monge dans les mémoires de Madame Roland. Manon Roland est l'épouse d'un ministre girondin, et il est évident pour tout le monde que, dans le couple, l'homme politique, c'est elle. Victor Hugo aura ce mot méchant sur son mari, ce zéro dont la femme est le chiffre. Manon Roland est intelligente, active, et elle va le payer très cher sous la Terreur. Elle ne s'enfuit pas comme son mari alors qu'elle aurait pu. Elle fait face, avec courage. Elle est arrêtée et, en prison, elle rédige ses mémoires, qu'elle écrit avec beaucoup de talent. Oh, elle sait parfaitement ce qui va lui arriver. Elle a deux objectifs. L'un est d'assurer l'avenir financier de sa petite fille, qui n'a que 12 ans et va se retrouver orpheline. L'autre objectif est de se venger par la plume de ceux qui vont l'envoyer à la guillotine. Cela donne cet appel à l'impartiale postérité, publié en 1795 au moment des cours de l'école normale. Le livre a un grand succès, parce qu'il vient à point pour dénoncer les excès de la terreur et qu'il est écrit par une de ses victimes. Voici ce que Madame Roland dit de Monge. Vu les circonstances, le portrait ne peut pas, bien sûr, être objectif. Bonhomme, épais et pasquin,
Monge, autrefois tailleur de pierre à Mézières, où l'abbé Bossu, lui trouvant quelques dispositions, l'initia aux mathématiques et l'encouragea de 6 livres par semaine, avait fait son chemin en travaillant, mais sans revoir son bienfaiteur depuis qu'il était devenu son égal. Habitué à calculer avec des éléments inaltérables, Monge n'entendait rien aux hommes ni aux affaires d'administration. Lourd et mauvais plaisant, il m'a toujours rappelé, quand il voulait faire l'agréable, un ours que la ville de Berne fait nourrir dans ses fossés, et dont les gentillesses, appropriées à leur forme grossière, amusent les passants. Oh non, Monge n'a jamais été tailleur de pierre. Il a enseigné la théorie de la taille de pierre et des fortifications, et ça a d'ailleurs été le point de départ de sa géométrie descriptive. Le nouveau ministre plaça dans les bureaux des hommes aussi peu capables d'agir que lui l'était de les juger. Il se donnait beaucoup de mal sans rien faire, et avec la meilleure volonté du monde, il laissa désorganiser la marine dans le temps où il était le plus important de l'entretenir et de la remonter. Mais s'il fut mauvais administrateur, il était encore pire conseiller et n'a jamais occupé que sa chaise dans les délibérations du pouvoir exécutif, se rangeant constamment à l'avis le plus timide, parce que, n'en ayant point à lui, il ne pouvait adopter que le plus convenable au vu d'un esprit borné. Entre l'opinion de Fourier et celle de Madame Roland, difficile de faire une moyenne. Peut-être vaut-il mieux laisser parler Monge lui-même. Ah, il croit à ce qu'il enseigne. C'est d'abord en familiarisant avec l'usage de la géométrie descriptive tous les jeunes gens qui ont de l'intelligence, tant ceux qui ont une fortune acquise, afin qu'un jour ils soient en état de faire de leurs capitaux un emploi plus utile et pour eux et pour l'État, que ceux mêmes qui n'ont d'autre fortune que leur éducation, afin qu'ils puissent un jour donner un plus grand prix à leur travail. Et il croit aussi à l'enseignement. Il fallait enfin exciter en vous quelques-unes des émotions que ce spectacle est propre à produire. Et si parmi vous il en est un à qui, pendant la première leçon ou à la lecture de la première séance, le cœur est battu, ça n'est fait, il est géomètre. Contrairement à Lagrange, Monge joue le jeu des séances de débat. Au cours de la première, le 30 janvier, Fourier intervient sur les définitions de la droite et du point. Monge répond à l'élève Fourier. Citoyen, la clarté avec laquelle tu viens d'exposer tes réflexions et l'exactitude des observations que tu as faites précédemment sur des objets de physique sont une preuve de la sagacité de ton esprit. La définition que tu viens de donner de la ligne droite est rigoureuse. Et l'analogie que tu as remarquée entre cette définition et celle qu'on pourrait faire du plan, de la circonférence du cercle et de la surface de la sphère a quelque chose de très piquant. Permets-moi cependant de te faire à cet égard quelques observations. Et le dialogue s'engage et il est retranscrit par les sténographes. Pour Fourier, tout va bien à l'école normale. Monge le remarque et l'embauche même pour conduire des séances de discussion. Il passe donc du statut d'élève à celui d'assistant. Mais en dehors, ce n'est pas si facile. Lui aussi a eu un emploi pendant la Terreur, et s'il n'en a fait aucun usage sanglant, on le lui reproche pendant la réaction thermidorienne. À Auxerre, sa ville natale, qui l'a envoyé à l'école normale, il a été dénoncé, et ça l'inquiète un peu. Je sais que les assemblées de section, dans la séance de décadi dernier, ont arrêté que je serais dénoncé en leur nom et qu'elles demandent en même temps mon exclusion de l'école normale. Mais d'un autre côté, étant attaché à un établissement national et même employé d'une manière toute particulière par le gouvernement au Collège de France, il n'y a que des faits matériels qui puissent me nuire.
Et qui les trouvera, ces faits? C'est donc de la terreur que j'ai inspiré? Ma foi, je ne vois pas que j'en ai trop fait éprouver aux êtres les plus faibles, aux femmes. Et si j'en avais cru quelques-unes, elles me paraissaient fort disposées à d'énormes sacrifices. Et là, on aimerait bien en savoir plus parce que on ne lui connaît aucune relation féminine. Mais bref, trêve de potin, Fourier monte en grade. Je me livre à l'étude avec plus d'ardeur que jamais, et j'aurais toutes les satisfactions possibles si on me laissait tranquille dans votre pays. Tu sais peut-être que j'ai été nommé directeur des conférences de mathématiques. Elles ont lieu tous les jours. C'est un surcroît de fatigue. Tu dois voir quelquefois mon nom dans les journaux de l'école. Ce n'est pas ce qui me plaît le plus, car ils estropient tout ce que je dis. Ah, Fourier a beau se plaindre, il est tout fier de sa nomination. Ce passage par l'école normale et la confiance de Monge vont décider de la suite de sa carrière. Des conférences de mathématiques de l'école normale, il deviendra professeur à l'école polytechnique. De l'école polytechnique, il partira pour l'expédition d'Égypte et il en reviendra préfet de l'Isère. Pour Fourier, l'école normale de l'an 3 a donc été un succès. Pour Monge, le cours de géométrie descriptive était un galop d'essai. Il le reproduira à l'école polytechnique. Tous les ingénieurs de France pendant des générations apprendront la géométrie descriptive de Monge. Lagrange aussi rôde son enseignement pour l'école polytechnique. Il y enseignera le calcul différentiel et son cours, publié sous le nom de Théorie des fonctions analytiques, fera date. Laplace, lui aussi, rôde un cours. C'est à partir des notes de l'école normale qu'il va commencer à rédiger son discours philosophique sur les probabilités. Donc, les mathématiciens, Monge, Lagrange, Laplace, ont parfaitement joué le jeu de l'excellence scientifique. Mais la question initiale, c'était bien d'apprendre l'art d'enseigner. Elle a été un peu balayée sous le tapis, non? Eh bien, pour vous parler franchement, mon impression est que 2 siècles après, elle y était encore sous le tapis.